On va voyager, on va aller au Sénégal pour recevoir Hélène Bassama, qui est anesthésiste en neuroréanimation du CHU de Fannes. Elle est secrétaire générale de la Société sénégalaise d'anesthésie réa, donc complètement impliquée dans la gestion de la crise. Mais quelle crise? Une crise vraiment sanglante. À toi, Hélène. Merci Anissa, merci à l'ASFAR de me permettre de présenter aujourd'hui les réseaux de neurotraumatologie au Sénégal, voire en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est un pays de petite superficie à l'extrême ouest de l'Afrique, avec une population très jeune comme en Afrique de l'Ouest. Cette population très jeune est confrontée à une crise endémique parce que les accidents de la voie publique sont pourvoyeurs d'une forte mortalité et comme vous le voyez sur la carte, l'Afrique en paye le plus lourd tribut. Donc, les victimes, ce sont des populations jeunes, actives, des populations vulnérables avec comme impact dans nos pays un impact socio-économique majeur. Nous constatons aussi que 77% des traumas crâniens encéphaliques sont dus à des accidents de la voie publique dans des études sénégalaises et africaines. Donc, il y a vraiment un intérêt à mettre urgemment en place des réseaux de neurotraumatologie. Le nouveau fléau que nous voyons en Afrique de l'Ouest, ce sont ces motos-taxis qui transportent plusieurs personnes non casquées et qui font des accidents dramatiques. Alors, les ressources locales dont nous disposons au Sénégal, sur la carte du Sénégal, nous voyons qu'on a 14 régions. Sur ces 14 régions, 11 régions ont un service de réanimation, 6 régions ont un service de neurochirurgie et 4 régions ont un SAMU. Alors, ils communiquent entre eux par les opérateurs locaux téléphoniques et par les réseaux sociaux. Le problème qui se pose, c'est qu'en majorité, malgré l'émergence du SAMU, les transports sont encore non médicalisés. Alors, il y a une aggravation des patients qui arrivent dans nos centres spécialisés à cause des délais qui sont longs de prise en charge. Pour avoir un scanner, pour avoir une chirurgie, les patients s'aggravent, le séjour en réanimation devient long. Et la mortalité reste importante de 15 à 30%. Et tout cela a un coût très important, d'abord pour les familles, pour l'hôpital et pour l'État. Alors, quels sont les points faibles de ce réseau? C'est que le SAMU ne couvre pas encore très bien tout le territoire national. Les sapeurs-pompiers ont un meilleur maillage, mais ils ne sont pas médicalisés. Dans les centres spécialisés de neurotraumatologie, l'accès à ces centres pour ces accidentés est difficile parce qu'il n'y a pas assez de lits. Ils saturent rapidement. Les neurochirurgiens ont un plateau technique insuffisant pour prendre en charge les traumas du rachis dans les 24 heures. Pour les réanimations, nous n'avons pas de neuromonitoring et les ressources humaines sont faibles. Par exemple, il y a des régions où il y a un seul réanimateur qui gère toute une région. Et pour les patients qui sortent avec des handicaps, il n'y a pas de centre de rééducation fonctionnelle, donc le retour à domicile est très compliqué. Concernant le coût, une étude de l'OMS de 2013 a montré que seulement 20% de la population sénégalaise avait une couverture maladie, ce qui est insuffisant. Nous n'avons pas aussi de registre de traumatologie pour avoir des chiffres exacts et pour évaluer ce réseau. Mais parallèlement à cela, il y a eu de grandes avancées dans les politiques de prévention en sécurité routière. Actuellement, on note une nette diminution de l'incidence des accidents de la voie publique, surtout lors des grands rassemblements religieux. Et les patients que nous recevons dans nos structures spécialisées sont beaucoup moins graves parce qu'il y a une extension, une délocalisation du SAMU dans les régions qui s'est faite ces dernières années. Les sapeurs-pompiers commencent à paramédicaliser leurs ambulances, ce qui améliore aussi le pronostic des patients. L'amélioration de nos techniques médicales, chirurgicales, radiologiques est à noter parce que nous, spécialistes africains, allons nous former dans des centres spécialisés en Europe et en Amérique. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup pour poser des diagnostics en urgence, donner des conseils et orienter des patients graves. Et la crise Covid aussi, comme dans tous les pays, je suppose, a permis d'améliorer le plateau technique, augmenter le nombre de lits de réanimation et le nombre de services de réanimation. En conclusion, on peut dire que la situation du Sénégal peut être étendue à celle de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. Et face à ce péril traumatique, ce qu'il faut faire c'est renforcer les politiques de prévention de sécurité routière.
Deuxièmement, construire un réseau de neurotraumatologie au Sénégal, voire en Afrique francophone. Et pour cela, il faudrait renforcer les SAMU dans les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal qui en ont déjà un, et créer des SAMU dans les pays qui n'en ont pas. Créer des unités spécialisées en neurotraumatologie, c'est-à-dire ouvrir des services de neurochirurgie, ouvrir des services de réanimation, de neuroradiologie, mettre en place un système sécurisé de transmission des données, parce qu'on utilise les réseaux sociaux qui ne sont pas sécurisés, mettre en place un registre de traumatologie qui va nous permettre d'évaluer ces réseaux et de les améliorer. Et un gros point est donné à la formation des urgentistes, des neurochirurgiens, des réanimateurs, des paramédicaux. Et là, c'est le rôle des chaires d'anesthésie des sociétés savantes africaines. Et pourquoi pas, dans un futur proche, mettre en place une association africaine ou mieux une association francophone de neuroréanimation et de neurotraumatologie. Je vous remercie. Merci Hélène, merci beaucoup. Donc voilà, tu l'as dit à la fin, c'était une question que je voulais te poser parce que tu avais parlé d'une association francophone en Afrique de l'Ouest et je me disais, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'aller un peu plus loin, de créer justement un réseau francophone de neurotraumatos? Oui, il serait très intéressant de créer ce réseau francophone parce que j'ai commencé par la francophonie. La francophonie nous relie parce qu'on a un bien commun qui est une langue. Une langue, c'est une richesse. Et je pense que ces réseaux vont permettre de connecter ensemble plusieurs pays. On sait qu'actuellement, le français est parlé en majorité dans les pays africains et ça va augmenter de plus en plus. Et donc, ces réseaux va permettre d'associer des pays, des pays africains à des pays européens qui ont peut-être une plus grande expertise dans la création de ce réseau et de pouvoir faire des recommandations communes qui pourront être adaptées cette fois-ci à des contextes africains. Et c'est là où je vois tout l'intérêt d'un réseau francophone, parce qu'on a comme vous l'avez dit, on a des recommandations françaises qui ne sont pas souvent adaptées à nos contextes à nous. Donc, il faudrait que tout le monde travaille, les Africains, les Européens, et même avoir aussi des échanges avec les pays canadiens, le Liban, la Roumanie. Et et toutes ces idées, je pense, pourront nous permettre de faire des recommandations qui sont plus concrètes pour nous. Bah écoute, c'est l'espoir qu'on a tous. Tu as parlé de 80% des citoyens n'ont pas de couverture médicale. Je voulais juste citer l'exemple. Je voudrais savoir si vous avez profité de cette crise du Covid comme au Maroc. Au Maroc, l'ASMAR, la Société marocaine d'anesthésie réa, le bureau de l'ASMAR, était en lien direct avec le gouvernement. Ils faisaient l'interface et ils ont profité justement de cette crise pour mettre sur table et demander que ça soit discuté, que ça soit mis en place, cette couverture médicale pour tous. Est-ce que vous y avez pensé également au Sénégal? Est-ce que le Covid vous a ouvert cette porte aussi pour étendre justement ces prises en charge? Alors, au Sénégal, nous avons une direction qui s'appelle la couverture maladie universelle, qui a été mise en place bien avant le Covid. Si je ne me trompe pas, c'est en 2013, et parce qu'il y avait justement ce problème d'accès aux soins. Et donc, en 2013, on n'avait que 20% de la population sénégalaise qui avait accès, qui était couverte sur le plan sanitaire. Et grâce à la CMU, c'est la couverture maladie universelle, actuellement, j'ai lu, les dernières données de 2020 montrent que 53% de la population a une couverture maladie universelle. Mais attention, ces 53% visent les populations qui sont dans le secteur informel, les populations dans les zones rurales, les indigents. Et le plus souvent, ils ont accès à des soins, en fait, ça leur donne accès à des soins primaires, à des soins dans les districts, dans les postes de santé.
mais ça ne leur donne pas encore accès à des soins dans les grands hôpitaux, dans les grands CHU, où le scanner coûte cher, faire une échographie coûte cher, etc. Il y a eu des avancées en dehors du Covid, c'est-à-dire des gratuités pour la dialyse, elle est devenue gratuite au Sénégal, la césarienne est devenue gratuite. Les enfants de moins de 5 ans ne payent pas la consultation. Les sujets âgés aussi ne payent pas certaines consultations, certains bilans biologiques au Sénégal. Mais voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, concernant les soins primaires, 50% de la population peut y avoir accès. Maintenant, le challenge, c'est de voir comment faire pour qu'il y ait plus de gens qui puissent avoir accès à ça et surtout avoir accès à des soins dans des établissements de niveau 1, dans des CHU et autres. Et autre chose, ce qui va aider à cela, c'est que le SAMU national est en train de mettre en place des formations pour aider justement les médecins, les infirmiers qui sont dans les postes de santé, dans les zones rurales, à prendre en charge en urgence ces accidentés de la voie publique. Donc, il y a un guide des urgences qu'ils ont mis en place. Et je pense que ce guide des urgences, plus l'accès à ces soins primaires, va permettre à la base d'améliorer le système de santé. Je voulais te poser une dernière question, mais je n'ai plus que 30 secondes pour que tu y répondes. C'est juste, je voudrais savoir, tu as eu une formation en neurotraumato à Grenoble, et je voudrais savoir cette expérience, si elle t'a servi, si t'a apporté quelque chose au Sénégal. Cette expérience m'a énormément servi. Moi, j'ai fait toutes mes études de médecine, d'anesthésie réa au Sénégal. Ensuite, j'ai été affectée dans un service de neurochirurgie. Et c'est en allant à l'ASFAR, à un congrès de l'ASFAR, que j'ai vu un de mes collègues, le docteur Gilles Franconi, que je remercie, qui m'a informé qu'il y avait un DU de neuroréa en France et que je pouvais venir faire un stage à Grenoble. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer le professeur Jean-François Payen, qui a accepté à ce que je fasse un stage en réanimation. Et ça, c'est très important, parce que quand je suis allée en France et quand je discute avec mes collègues, la majorité des étudiants africains font des stages en anesthésie. En anesthésie, je pense qu'on est pas mal, on est bon, on fait des choses intéressantes. Par contre, en réanimation, la crise à Covid-19 a montré qu'il fallait former les gens en réa. Le topo que je viens de vous faire sur la neurotraumatologie a montré qu'il faut vraiment former les gens en réa, investir dans les réanimations. Et donc, le plaidoyer que je fais, c'est que les pays européens, la France, ouvrent les réanimations aux médecins anesthésistes africains, francophones ou africains tout court, parce que nous avons besoin de cette formation en réanimation pour relever les défis. Et quelques exemples, dans mon service, arrivé au service, on faisait plus d'anesthésie, de neuroanesthésie sous halogénée. On utilisait du dipivant à la pousseringue. On a eu ensuite des gaz du sang. On a eu un appareil d'écho pour faire du Doppler transcrânien. On a changé nos protocoles. On a changé la formation avec les DS en anesthésie-réanimation. Et on a pu mettre en place 2 séminaires en 2016. Un premier séminaire de neuroréanimation avec le SUGA, le CHU de Grenoble. Et actuellement en 2021, un deuxième séminaire de neuroréanimation lors de la Société africaine d'anesthésie réa, avec la participation de l'ANA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. Merci. On a donné la parole aux femmes. Et ben voilà, vous avez dit 30 secondes, mais on a bien parlé. Mais en tous les cas, merci. C'était très intéressant d'écouter, Hélène.